Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, les nouvelles ne sont pas très bonnes pour nous les immigrants parce que Ottawa l'a annoncé en avant-midi, il y aura une baisse du nombre d'immigrants, du nombre de résidents permanents au Canada sur les 3 prochaines années. Il est important de rappeler que Ottawa voulait 495 000 résidents permanents en 2024, 500 000 en 2025 et un autre 500 000 en 2026. Mais par rapport à la crise du logement, au délai assez long dans les services administratifs, les attentes, les délais aussi longs dans le domaine de la santé, Ottawa a décidé de faire baisser le nombre d'immigrants à 395 000 pour 2025, 385 000 pour 2026 et 365 000 pour 2027. Alors, à date d'aujourd'hui, ce sont les chiffres que l'on a. Il se pourrait que ça change ou pas et on espère que ça va évoluer positivement dans les prochains mois, dans les prochaines années, parce que on s'entend que il y a pénurie d'emplois dans certains domaines, notamment la mécanique, notamment la santé, notamment l'agriculture, etc., etc. Je ne serai pas longue, c'était juste pour vous introduire cette annonce que Ottawa a faite aujourd'hui et je vous laisse regarder la vidéo. Merci. Bonjour tout le monde. Good morning everyone. Aujourd'hui, on annonce qu'on réduira le nombre d'immigrants qu'on accueille au cours des 3 prochaines années, ce qui entraînera une pause dans la croissance de la population au cours des 2 prochaines années. Les mesures qu'on a déjà mises en place font effet et ce nouveau plan d'immigration va faire une différence significative. Toutes les provinces et territoires vont devoir faire leur part et ça inclut, bien sûr, le Québec. Les mesures annoncées aujourd'hui vont continuer à réduire l'immigration temporaire au Québec. Mais comme vous le savez, le gouvernement du Québec a ses propres cibles d'immigration permanente et sélectionne la majorité de ces immigrants temporaires. Ils ont donc la responsabilité d'agir dans ce qu'ils contrôlent pour contribuer à nos objectifs communs de réduire l'immigration temporaire et protéger le français. D'ailleurs, avec le plan annoncé aujourd'hui, on contribue aussi à la vitalité du français à travers le Canada en augmentant nos cibles d'immigration francophone hors Québec. Merci. Je passe maintenant la parole au ministre Miller. Mark. Merci, Monsieur le Premier ministre. Bonjour tout le monde. Hi everyone. Glad to be here with you in Ottawa on the traditional territory of the Algonquin people. Ce qui est clair et ce que le Premier ministre a dit très clairement, c'est qu'on est un pays qui a besoin d'immigrants, surtout avec la réalité de la population aujourd'hui. Quand j'étais jeune, quand je suis né, le ratio de gens qui travaillaient versus les retraités d'à peu près 7 pour 1, on frise les 3 pour 1 aujourd'hui. Donc, il faut agir. La seule solution, dans le contexte, c'est une immigration contrôlée, bien gérée, notamment par le gouvernement fédéral. On est bien conscient aussi des pressions que ça a exercé, oui, sur les provinces, oui, sur la société civile. Les défis que les économistes nous soulignent, oui, disent très clairement que l'immigration est importante, il faut que ça continue de façon raisonnée. Mais évidemment, il y a un défi sur l'abordabilité, défi sur nos infrastructures, que ce soit la santé, que ce soit les écoles. C'est clair qu'il faut un système d'immigration qui est bien arrimé aux demandes et à la capacité des provinces, du gouvernement fédéral de réagir, surtout avec les flux importants qui sont venus ici ces dernières années. Les Canadiens et Canadiennes, évidemment, sont fiers de cette réputation de leader de pays, évidemment, en matière de réinstallation des réfugiés. Bien que nos cibles concernant la réinstallation de réfugiés soient réduites en raison des réductions globales que nous effectuons aujourd'hui, notre engagement envers certaines personnes les plus vulnérables du monde demeure. Il est également important de réunir les familles et les proches, y compris les conjoints, les enfants, les parents, les grands-parents. C'est pourquoi nous continuons à allouer près de 24 % de l'ensemble des admissions de résidents permanents à l'immigration familiale en 2025. Et pour revenir à ce que le Premier ministre a dit, une responsabilité fédérale très nette, claire et précise, l'importance de s'assurer que les communautés francophones hors Québec puissent avoir le nombre d'immigrants
qu'ils devraient avoir pour continuer de s'épanouir et d'assurer leur vitalité. Cette année, on atteindra la cible ambitieuse augmentée de 50 %, de 6 % pour aller en 2025 à 8,5 %, ensuite à 9,5 % et au-delà de 10 % en 2027. C'est significatif et c'est plus de 3 fois ce que nous faisions il y a à peine quelques années. Thank you. Je vous remercie infiniment. Boris Proulx, Le Devoir. Monsieur le Premier ministre, le Québec demande depuis des années de baisser le seuil d'immigration. Pourquoi avoir attendu que cette critique-là vous provienne d'autres provinces et du Canada anglais? Au contraire, on travaille avec Québec depuis bien des années pour restreindre le numéro d'immigrants temporaires au Québec, pour reconnaître que les Québécois font plus que leur part par rapport aux demandeurs d'asile, par exemple. Mais je dois encore une fois souligner que le gouvernement du Québec fixe ses propres seuils en immigration et le gouvernement du Québec contrôle plus que la moitié des immigrants temporaires qui arrivent au Québec. Et ça fait maintenant des mois que j'ai demandé au premier ministre Legault son plan pour réduire l'immigration temporaire au Québec, puisqu'il en contrôle plus que la moitié. Et j'attends encore le plan de M. Legault. Donc, il est là pour parler des responsabilités du gouvernement fédéral qu'on assume, qu'on a assumé en réglant la question du chemin Roxham, qu'on a assumé avec l'ajustement au niveau des étudiants internationaux, qu'on a assumé au niveau des réductions des seuils d'immigrants temporaires pour les grandes villes et pour le Québec. M. Legault, lui, il doit assumer ses responsabilités en rapport d'immigration temporaire. J'attends son plan. Oui, moi j'ai une question pour l'EPM. Vas-y. Bonjour monsieur. Oui, j'aimerais savoir pourquoi, si les annonces d'aujourd'hui, pourquoi maintenant en fait? Pourquoi vous faites cette annonce maintenant? C'est ça. Bien, à chaque année, le gouvernement fédéral doit mettre pour le 1er novembre, doit mettre de l'avant un plan pour l'immigration permanente au cours de la prochaine année, au cours des 3 prochaines années. Or, dans l'histoire du pays, ça a toujours été des annonces sur les résidents permanents qui n'incluaient pas, qui ne réfléchissaient pas, qui n'annonçaient rien par rapport aux immigrants temporaires, c'est-à-dire des étudiants internationaux, des visiteurs, des travailleurs temporaires. Pour la première fois, en annonçant les seuils de résidents permanents pour l'année prochaine, le ministre inclut nos attentes par rapport aux immigrants temporaires. Et on est en train d'annoncer une réduction. Et ça va permettre aux jeunes Canadiens de trouver plus d'emplois. Ça va exiger que des entreprises canadiennes augmentent la productivité, embauchent plus de Canadiens, investissent dans les Canadiens. Et ça va nous permettre de rattraper, avec nos logements et nos services, le niveau de la population à laquelle on se trouve maintenant. C'est une pause responsable et pragmatique qui va nous permettre de continuer d'être le pays qu'on est et que les Canadiens puissent continuer d'avoir confiance dans notre système d'immigration. Merci, Premier ministre. Merci Mr. beaucoup. Miller will stay back and take questions. Thanks, guys. Monsieur Miller, si on réduit l'immigration permanente, est-ce que ça met une certaine pression sur l'immigration temporaire? Je pense à toutes les entreprises qui ont besoin d'embaucher. Il n'y a pas un jeu de vase communicant où certaines personnes vont se retrouver dans le temporaire plus longtemps? C'est une bonne question. C'est une personne qui est ici de façon temporaire et pas ici de façon permanente, c'est clair. Puis ils ont un choix à faire quand leur visa vient à échéance. Et toute personne qui voit son visa venir à échéance et n'a pas de voie pour rester au Canada, ils sont dans une situation d'irrégularité, même d'illégalité, et doivent donc quitter le pays. C'est sûr que dans le contexte dans lequel on vit, avec 7 % de la population qui est ici de façon temporaire, et une augmentation significative des paliers d'immigration permanente, on a un peu l'embarras du choix. On a beaucoup
on a un défi significatif, puis je pense qu'il y a beaucoup de pays qui nous envieraient la situation dans laquelle on se trouve, mais on peut sélectionner des gens qui sont très talentueux, qui ont des très hauts scores dans les sélections que le gouvernement fédéral fait pour avoir accès à la résidence permanente, pour aller puiser et piger des gens qui sont super qualifiés, qui devraient être ici, puis sont jeunes, sont éduqués, ont un début d'intégration après avoir suivi des cours de 2-3 ans ici au Canada, pour être des résidents permanents. Alors, c'est un bon choix à faire. Mais oui, il y a un défi de vase communicant, évidemment, avec la restreinte de l'accord des visas qui va s'effectuer au courant des 3 prochaines années. Ça va avoir le résultat d'abaisser cette population qui est ici de façon temporaire de 7 à 5 % comme on l'avait visé et annoncé en début d'année. Bonjour, Monsieur Miller. J'aimerais savoir à quand le rétablissement du poids démographique des francophones en dehors du Québec à 6,1 % comme c'est fixé dans la loi sur les langues officielles, puisqu'on voit que les études montrent que les cibles actuelles ne sont pas réparatrices. Donc, est-ce que vous pouvez garantir que les chiffres ça dépend des d'aujourd'hui... prémices avec lesquelles on travaille. Si on se dit que il n'y a aucune augmentation de la population francophone en dehors du Québec et qu'on se dit que l'immigration est l'unique façon de rétablir ce poids, je pense que ça mène à plusieurs autres questions. C'est clair que le gouvernement fédéral a failli à son obligation dans le passé d'avoir des taux qui étaient respectueux de ce désir de rétablir ce poids démographique. Souvenez-vous que de peine et de misère, on a rencontré le 4,1 %. Là, on est rendu à 6 cette année. C'est quand même 50 % de plus. On vise le 10 % dans 3 années. C'est beaucoup de personnes dans des communautés qui sont somme toute assez petites. Il y a des défis d'intégration. Je les ai vus moi-même. Il y a des défis d'arrimer ces gens-là avec des boulots, du travail dans les communautés pour pas qu'ils migrent par la suite de façon secondaire à Montréal ou à d'autres places où le français prédomine, mais ça ne contribue pas à l'épanouissement du français hors du Québec. Donc, oui, il y a le défi de l'immigration. C'est clair, c'est sûr. Le 10 % est très ambitieux pour un gouvernement qui n'a jamais nécessairement rencontré même le 4 %. Là, depuis quelques années, on est de 4 % de 2 années de suite et ensuite 6 % Il y a un défi de logistique. Et puis, la chose que j'aimerais surtout pas faire, c'est d'induire les gens en erreur. Donc, on y travaille. On continue de pousser très fort pour s'assurer qu'il y ait des ressources pour ces gens-là pour s'établir dans des communautés francophones qui sont, comme je l'ai dit, souvent très petites, et de relever des défis qui relèvent aussi des provinces dans le domaine de l'éducation, dans le domaine, évidemment, de l'habitation, les soins de santé. Et c'est des défis qui vont continuer. Mais l'immigration, ce n'est pas la solution à tout, mais c'est une des grandes solutions et c'est une des responsabilités qui m'incombent de façon très profonde. OK. Puis, en suivi, on voit qu'il y a un seuil pour les immigrants temporaires. Donc, comment la sélection va-t-elle se faire? Et est-ce que ce sera... J'ai manqué la première partie de votre phrase. Ah, excusez-moi. Il y a un seuil de... Il y a un seuil pour les immigrants temporaires dans votre annonce d'aujourd'hui. Oui. Donc, comment la sélection va-t-elle se faire? Et est-ce que ça va être sur le principe du premier arrivé, premier servi? Le principe d'intégration à la résidence permanente ou le... Résident temporaire. Oui, mais quel principe? Là? Parce qu'on met en place des politiques pour les étudiants. Je vais... Laissez-moi juste finir ma question. Précisez votre pensée. Comment la sélection pour les résidents temporaires va-t-elle se faire? Et est-ce que ce sera sur le principe du premier arrivé, premier servi, pour les résidents temporaires? Vous parlez de quoi, là, au juste? Je vais juste préciser, c'est ma question. Non. Premier service, écoutez, il y a des politiques. En fait, faut pas lire des feuilles, là. Pas pour accéder à la résidence permanente, là. Seulement pour faire partie, je pense que le total, c'est 400 000 pour les résidents temporaires. Oui. Donc, pour faire partie de ce chiffre-là, de ce bassin-là, comment ça va être sélectionné? Est-ce que c'est premier arrivé, premier servi? Bien, je vais vous dire ce qu'on fait pour réduire de 7 à 5 %. D'abord, plusieurs mesures restrictives sur le 50 % de cette population qui est touchée, c'est-à-dire, et je nomme les étudiants internationaux et les permis de travail postsecondaire qui suivent avec. Vous avez vu les 2 politiques qu'on a instaurées, d'abord en début d'année, puis ensuite, il y a quelques semaines, vraiment pour réduire l'accès. Donc, il y a un défi d'accueillir moins de gens, surtout des étudiants internationaux, et un défi de s'assurer que les étudiants ont vraiment les permis de travail postsecondaire qui arriment avec le marché du travail.
Ça va faire en sorte qu'il va y avoir une réduction naturelle des étudiants qui viennent ici, qui cherchent la résidence permanente parce qu'ils ne vont pas y avoir accès. Il y a une impression au sein de cette cohorte que la résidence permanente est quasiment garantie. Ce n'est pas le cas. Puis il y a beaucoup de gens qui se trouvent un peu dans le pétrin. Ils vont avoir un choix à faire quand leur permis de travail vient à échéance. Et c'est un défi qui est de plus en plus important. Vous avez vu ça avec l'augmentation que j'estime va continuer d'accroître des demandes d'asile de gens qui sont déjà ici, qui ont été des étudiants internationaux. Et il y a des gens qui vont aussi quitter. Avec les politiques additionnelles et les restrictions qui sont de la juridiction de mon collègue Randy Boissonneau, en ce qui a trait à des travailleurs temporaires étrangers, davantage de restrictions que vous avez couvert d'ailleurs dans les dernières semaines. En ce qui a trait à l'accès de ce bassin de gens à la résidence permanente, on passera par des scores naturels. Ce n'est pas une question de sauter la file, mais il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ont des qualifications qui vraiment peuvent être des scores incroyables. Dans ce cas-là, ils seraient partie de la sélection naturelle de gens qui auraient droit à la résidence permanente. Alors, ce n'est pas premier arrivé, premier servi, c'est des critères de qualité surtout. Mélanie. Dernière question. Pour revenir sur ce que vous venez de dire, vous dites on leur a fait confiance pour trop longtemps. J'ai manqué le début, là, à qui faites-vous référence? Mais ma question, c'était plutôt sur la pénurie de logements. Vous avez longtemps dit que l'immigration était en quelque sorte un remède pour pallier la pénurie de logements. Qu'est-ce qui a changé? À quel moment? Où a été le point de rupture que vous avez identifié? C'est ce que j'ai dit en ce qui a trait aux provinces puis leur gestion des écoles secondaires, post-secondaires, des collèges, c'est qu'on leur a fait confiance trop longtemps dans leur mauvaise gestion dans plusieurs provinces de ce problème qui est de taille maintenant. Ça aurait dû pas être le cas. On le voit avec le nombre des demandeurs d'asile, puis c'est une responsabilité qu'ils doivent assumer, qu'ils vont devoir continuer d'assumer. C'est pas juste de constamment blâmer le gouvernement fédéral, surtout s'ils revendiquent cette même juridiction qui ont refusé d'exercer. En ce qui a trait, ce que j'ai dit à votre collègue, clairement, c'est que le volume a affecté évidemment l'abordabilité, qu'on parle du coût du logement, le parc locatif, mais quand même, c'est une question de nuance. On ne peut pas tout blâmer ou mettre sur les épaules des immigrants. Le sous-investissement en logement au niveau fédéral se fait depuis 30 ans. C'est uniquement ce gouvernement, depuis 2015, qui a investi dans le logement. C'était même dégagé de cette responsabilité sous le gouvernement Harper. Vous avez bien entendu mon collègue Jean-Yves Duclos en Chambre dire que Pierre Poilievre en a construit 6 sous son contrôle du ministère. Mais ça fait depuis 30 ans. Puis même les gouvernements libéraux dans le temps aussi. On a mis beaucoup d'argent à la disposition des provinces pour investir dans le parc locatif, dans le logement abordable surtout. Mais la réalité aussi, c'est que l'abordabilité était affectée par l'augmentation des taux d'intérêt. Pendant 20 ans, on n'a pas dû payer trop sur notre hypothèque. Là, ça commence à se faire sentir. C'est pas à cause des immigrants que c'est arrivé. Si c'était à cause des immigrants, on féliciterait les immigrants pour la baisse du taux qui a été effectuée hier. Vous n'avez pas entendu ça sur la place publique. Donc, je pense que c'est un débat qui est nuancé, mais je nierai jamais que le volume qui a été bénéfique pour le Canada a eu des impacts sur notamment le logement, que ce soit au Québec ou ailleurs au pays. Vous avez parlé, je pense, de 24 de la portion de l'immigration permanente pour la réunification familiale. Pouvez-vous donner les chiffres pour ce qui est des réfugiés? Puis, comment est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez... où on en est par rapport à nos obligations internationales dans cette matière-là? Puis, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avisez, par exemple, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, là? C'est une très bonne question. Je les ai un peu en tête. Le volet purement économique se situe à peu près 59 % pour l'année prochaine. Le volet réunification familiale à 24 %. Puis le reste, c'est le volet humanitaire. Il y a des coupes dans toutes les enveloppes. Ce qu'on essaie de faire surtout, c'est de respecter les obligations publiques qu'on a faites, tout en ajustant un peu le tir. On a fait beaucoup d'engagements publics, puis je critique personne de les avoir faits. Je m'en voudrais si on ne les avait pas faits, mais envers l'Afghanistan, envers l'Ukraine,
envers les Palestiniens et envers les Syriens dans des volumes extraordinaires, surtout pour un pays comme le Canada. Mais il ne faut pas nier non plus que ça a eu un impact. Et donc, de bien pondérer, de bien regarder et d'aller à travers cet exercice intellectuel, de regarder où on peut faire ça de façon juste, sans compromettre nos valeurs humanitaires. Ça a été un peu le défi de ce plan qui se tisse depuis un an. Donc, il y a des coupures partout, mais je pense de façon raisonnable, qui respectent nos engagements à l'international.